Bonjour à tous, bienvenue en direct de Florac à cette table ronde sur l'avenir du cinéma québécois. Merci à tous ceux qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut vous entendre? Ouais! Et merci à tous mes invités. On va commencer par Sylvain Garrel, qui est un critique spécialiste du cinéma québécois, ancien directeur du Festival du cinéma québécois de Blois. Pardon. On a ici Mélanie Carrier et Olivier Higgins, réalisateurs de documentaires qui ont présenté Québécoisie cette semaine à Florac. Stéphane Lafleur qui nous présente ce soir Tudor Nicole et Gabriel Arcan qui est venu présenter Le démantèlement et qui a aussi parlé du déclin de l'Empire américain, le démantèlement qui va être présenté demain ici à 14 heures. Donc, on est tous réunis pour parler de l'avenir du cinéma québécois et ce que j'aime dans la belle brochette d'invités que j'ai ici, c'est qu'on a des gens du documentaire, on a des gens de la fiction, on a un comédien, un réalisateur et un spécialiste. Donc, on va pouvoir vraiment aborder pas mal toutes les facettes. Moi, pour lancer la discussion, j'ai composé une question qui est digne de la question référendaire, c'est-à-dire beaucoup trop longue et beaucoup trop compliquée. Donc, je vous la lance parce qu'il y a un peu toutes les pistes de discussion qu'on pourrait aborder durant l'échange. Et on devrait jaser un petit bout, mais ensuite, on va vous laisser la parole aussi dans la salle. Alors, gênez-vous pas de participer tantôt. Alors, avec la baisse d'achalandage de spectateurs dans les salles de cinéma, le nombre de productions cinématographiques qui augmente malgré moins d'argent en subventions et l'exode de nombreux cinéastes de talent aux États-Unis, comment le cinéma québécois se projette-t-il dans le futur? Alors, on pourrait peut-être commencer par un constat de la situation actuelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer sur la situation actuelle du cinéma québécois? Stéphane, allons avec toi. Ah, c'est moi. Ouais. Ben là, il faudrait. Tu sais, les chiffres, je les ai pas. Là. Moi, je suis Moi pas non le plus. spécialiste. Donc, Ouais. c'est ça. Fait que là, on parle. Je les ai, les chiffres de Bon, cette allons-y. année. Alors, cette année, il y a eu 31 longs métrages de fiction qui ont été réalisés. Non, 36 longs métrages de fiction et 31 longs métrages documentaires. Ce qui est sans doute un record pour le cinéma québécois. C'est, je pense, une des cinématographies les plus dynamiques du monde. Pour le nombre de population. Pour le nombre de population. Ouais. Je vous rappelle quelques chiffres. Moi, je commence toujours. Je suis comme Denis Arcand au début du déclin de l'Empire américain. En histoire, il y a trois choses importantes. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le nombre. Troisièmement, le nombre. C'est une phrase que Maurice Séguin a appris à Denis Arcand, qu'il a replacée dans la bouche de Rémi Girard. Et voilà, donc l'Amérique du Nord, c'est 300 millions de personnes qui vivent aux États-Unis avec Hollywood. C'est 30 millions au Canada, 8 millions au Québec, dont 6 millions de francophones. La production québécoise est une production, je pense, quasiment inédite dans le monde par tête d'habitant. Et si nous revenons à toi, Stéphane? Ben, c'est parce que la question est très large. La question Ouais. est très large. Il y a tellement d'aspects dans cette question-là. Bon, même la baisse d'achalandage, moi, j'ai pas les chiffres. Je sais pas exactement le graphique, à quoi ça ressemble. Ouais, ben, si on parle de la part de marché du cinéma québécois, on est passé de 18,5 en 2005 à 5,6, je pense, l'an passé. Oui, puis bon, ça fluctue, ça dépend des années, ça dépend des films. Au début de l'année 2014, on vivait une crise, et puis là, soudainement, il y a eu 1987, il y a eu Mommy, puis finalement, c'était les plus gros succès qu'on avait eu depuis longtemps. Donc, je pense que ça dépend des films, ça dépend du bouche à oreille, ça dépend de plein de choses. Moi, ce que je constate, c'est que la façon de consommer les films se déplace, en fait. Les gens sortent de moins en moins de chez eux et s'installent des cinémas maison de haute qualité à la maison et de plus en plus, donc, restent chez eux pour regarder des films. Bon, ça veut dire qu'ils sont moins en salle. Ça me déçoit un peu en tant que réalisateur parce que quand je fais mes films, je les fais pour le grand écran. En même temps, je constate que les gens sont de mieux en mieux équipés pour les regarder. C'est ça. J'ai l'impression que les mœurs changent. Il va falloir aussi que la distribution, pour en revenir à ça, mais j'ai l'impression que la distribution doit s'adapter aussi à ces nouvelles réalités-là. Ce que ça veut dire sortir des films en VOD, par exemple, en même temps que les sortir en salle. Bon, là, on pourrait faire aussi le portrait de la distribution au Québec. Si je prends un exemple comme mon film, Tudor Nicole est sorti sur à peu près 10 écrans à travers tout le Québec. Puis par rapport à tes autres films dans le passé, c'est similaire, mais tu sais, je veux dire, Mommy, mettons qu'on prend le cas extrême à l'opposé, sorti sur, je sais pas, 70 écrans peut-être. Ça donne un peu un ratio. Puis un film plus commercial pourrait monter même à 90 écrans peut-être à travers le Québec.
Pourquoi mon film est distribué sur 10 écrans? Bon, c'est un genre de film, il y a de la prudence, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça aussi. Mais bon, en tout cas, bref, la distribution est une des grandes questions aussi à laquelle il faut réfléchir, je pense. Gabriel, au niveau, bon, tu es là depuis quelques années, au niveau de la distribution, est-ce que tu vois, parce qu'avant, fut une époque, les films pouvaient rester à l'affiche 1 an, 2 ans, ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Non, ça restait pas à l'affiche 1 an, 2 ans, non. Ben, certains films, ça pouvait. Vu du point de vue Oui. vu du point de vue des interprètes, plus il y a de films, mieux c'est, parce que c'est de plus de travail. Mais il y a une distinction nette entre le cinéma d'auteur et le cinéma plus commercial. Disons, le cinéma commercial, ceux qui le produisent et qui le distribuent exigent d'avoir des têtes d'affiche, ce que je ne suis même pas d'ailleurs, soit dit en passant. Les têtes d'affiche, non. ils sont... Non, pas du tout. Je suis pas bankable, comme on dit. Les acteurs bankable, il y en a 5 au Québec. On sait qui ils sont. Je ne les nommerai pas ici, ça n'intéresse pas les gens, mais ils sont à peu près 5 ou 6. La plupart des hommes, d'ailleurs, c'est tous des hommes. C'est pas des femmes. Il n'y a pas d'actrices qui font profiter l'économie du cinéma québécois. Donc, mais d'un autre côté, plus il y a de films qui se font, bien évidemment, mieux c'est pour nous. Ils sortent des écoles de théâtre chaque année au Québec, 72 finissants. Il n'y a pas de travail pour 72 acteurs, ni au cinéma, ni à la télévision, ni au théâtre. Donc, en général, ce que les acteurs font, c'est ceux qui ne viennent pas à bout de trouver tout de suite du travail à la télévision, parce que le travail au cinéma, c'est épisodique, c'est du cinéma d'auteur, donc quelqu'un va les engager une fois après 2 ans ou 3 ans. La télévision, tu t'engages tout de suite, les téléromans, les téléséries, tout ça. Mais la moitié de ceux qui ne font pas ça créent des groupes de théâtre, font des petites compagnies, créent leur premier spectacle, demandent des subventions et ainsi de suite. Donc, du point de vue des interprètes, plus il y en a, mieux c'est, mais ça ne règle pas vraiment le problème parce que c'est pas une industrie comme ce qu'il y a aux États-Unis ou même comme ce qu'il y a en France. Tu sais. Mais pour un interprète, est-ce que c'est pensable de faire juste du cinéma ou non, c'est impensable? C'est impensable de faire seulement du cinéma, c'est impensable de faire seulement du théâtre. Si tu veux gagner ta vie comme acteur ou comme actrice au Québec, il faut que tu fasses de la télévision, de la publicité et du doublage. Après ça, du cinéma, quand tu as l'occasion d'en faire, si quelqu'un te remarque ou veut t'engager ou t'a vu au théâtre. Et après ça, le théâtre, qui est la chose qui paye le moins sur la Terre, mais dans tous les pays du monde. Beaucoup moins, ça paye beaucoup mieux ici, d'ailleurs, qu'au Canada. Parce que vous avez ici l'assurance chômage. Les acteurs peuvent avoir l'assurance chômage. Oui, les intermittents. Oui, au Canada, ça n'existe pas. Si on ne travaille pas, on n'a pas d'assurance chômage. Donc, on est un peu dans la merde. Donc, il faut travailler. Et on travaille où on peut. À moins d'être vraiment radical puis de faire des choix de vie, ce que j'ai fait un petit peu dans mon cas. Sinon, tu es dans la télévision, tu fais ce que tout le monde fait. Les acteurs qui jouaient dans le déclin de l'Empire américain, ils font tous ça. Là. Rémi Girard, puis Yves Jacques, puis Pierre Curzi, ils sont dans les téléromans, ils sont dans les téléséries, ils font des commerciaux, puis ils sont riches. Donc ça, c'est un petit peu le point de vue des interprètes. Et autrefois, même au début, moi j'ai commencé au début des années 70 avec mon frère à jouer dans des films, des tout petits rôles. C'était encore plus artisanal, il n'y avait pas vraiment d'industrie. C'est à la fin des années 60, quand ils ont commencé à faire des films de fiction, Claude Jutras, Gilles Groux, Gilles Carle, mon frère. C'était l'artisanat pur et simple. Et puis un film ne jouait pas pendant une année, jamais de la vie. Voyons, ça sortait à l'Élysée, ça jouait 3 semaines, ou alors au Saint-Denis à l'époque. C'était des films de Pierre Patry, puis c'était tout petit. Là. Ça a commencé à grossir vraiment quand la télévision s'est mise à investir dans le cinéma. Et je pense que le premier film dans lequel la télévision a investi, c'est dans Les Ploufs. Et ça, c'est 1980. Où la télévision de Radio-Canada dit très bien, on dit à Denis Héroux, qui est un producteur québécois qui était très dynamique à l'époque, maintenant qu'il est plus âgé, on va vous donner de l'argent si vous venez à bout de faire, avec le film que vous faites, une série en 6 heures qu'on va pouvoir diffuser à la télévision. Puis Denis Héroux et Gilles Carle ont dit, bon, très bien, on va se trouver une façon de faire ça. Ce dont on parlait avec Stéphane. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la télévision s'est mise à investir un petit peu dans des productions, ici et là. Puis là, et des types très énergiques comme Denis Héroux, comme Roger Frappier, sont mis à devenir producteurs, à se nommer producteurs de films. Puis on fait rouler. Puis c'est devenu une petite PME qui s'est développée puis qui est devenue ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que je m'exprime clairement? Oui, très clairement. Est-ce que ça répond à Oui. peu près? Là? C'est Oui. une espèce de panorama. Très bon panorama. Général. Merci beaucoup. Ça met la table. Olivier puis Mélanie. Oui, peut-être juste ajouter au niveau des acteurs,
Ça, c'est une des particularités aussi du Québec, c'est que, contrairement, disons, au Star System d'Hollywood, qui n'est pas nécessairement une chose qu'on veut copier, mais quand même qui existe, le Star System d'Hollywood fonctionne parce que les acteurs ne jouent que dans des films. Ces acteurs-là ne jouent que dans des films, alors que nos acteurs font la télé et font les films. Alors, l'engouement pour aller voir un acteur au cinéma particulièrement, il y en a très, très peu. Là, je pourrais peut-être en nommer 2 qui font pas de télé, qui font des films. Donc, c'est ça, l'urgence d'aller voir des acteurs. Enfin, cet acteur-là est au grand écran. Je peux le voir sur le petit écran à la maison, dans des téléromans, comme disait Gabriel. Mais excuse-moi de t'interrompre, ils sont un petit peu plus rusés que ça, les acteurs américains. Parce que moi, quand j'ai tourné un film au Japon, j'ai vu sur des boîtes de distributrices électroniques le profil de Tommy Lee Jones annonçant du café et le profil de George Clooney annonçant du café, ce qu'on peut voir ici d'ailleurs dans votre pays. Donc, ça veut dire qu'ils ont des contrats d'exclusivité, c'est-à-dire que leur image n'apparaît pas dans leur pays d'origine. Et c'est des contrats qui valent des millions de dollars. Et ils font encore plus d'argent comme ça, par exemple. C'est ça, comment il s'appelle? Tommy Lee Jones, c'est exclusif pour le Japon. C'est une annonce de café que j'ai vue quand j'étais là, je ne sais pas combien de fois, qui doit être payé des sommes faramineuses pour ça. Puis les Américains ne le savent pas, à moins d'aller au Japon. Là, donc, ils sont un peu rusés. Tu sais. Mais si ma photo, moi, était sur une annonce de café au Japon... Même pas après Caracara? Moi, j'en boirais. Ouais. Ta vinaigrette, là, ta propre vinaigrette, Gabriel Arcan. Olivier et Mélanie, du point de vue du documentaire, bon, je sais que ça fait pas longtemps là, que vous avez votre boîte de production, tout ça, mais depuis là, que vous êtes rentré dans le système un petit peu, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile maintenant ou que ça va être un combat perpétuel pour chaque projet ou d'avoir déjà les rênes dans les mains en tant que producteur, ça peut vous faciliter la vie? Ben, je pense qu'il faut être créatif aussi, autant pour les réalisateurs que les producteurs doivent être créatifs d'une certaine façon. Puis nous, c'est le 3e documentaire qu'on fait, mais on commence un peu à comprendre la machine. Puis il y a une réalité d'une population, une quantité de population au Québec. L'argent pour les documentaires passe souvent par les télévisions. Faut passer par la télévision pour avoir d'autres fonds aussi. Donc, si on compare, par exemple, à la France ou Arte, ils ont 1 heure documentaire, c'est tard le soir, mais ils ont 1 heure documentaire qui est dédiée au documentaire expérimental. Fait que pour oser faire ça, il faut quand même qu'il y ait une masse, une population assez nombreuse pour pouvoir écouter ces périodes, ces plages horaires-là. Puis il faut qu'il y ait assez de monde pour pouvoir amener des publicitaires qui veulent acheter la publicité à la télévision. Donc, il y a une réalité aussi de masse de personnes. Donc, je ne sais pas, ça va être quoi la solution. Puis, j'imagine c'est la créativité. Puis, au niveau de la distribution, parce qu'on a touché aussi à la distribution en tant que petit producteur. Puis, nous, on a réussi à trouver plein de facettes que certains n'utilisaient pas encore, que certains amis producteurs n'utilisaient pas encore. Comme? Même des sites web de VOD ici, c'est peu, mais ou le DVD, mais il y a plein ou des présentations où on va en personne. Nous, on fait des démarches nous-mêmes pour aller présenter notre film en personne. Donc là, l'argent va directement à nous, etc. Donc, je pense que c'est d'être créatif, mais de dire qu'à un moment donné, il va y avoir de l'argent qui sort de nulle part. Il y a une réalité d'une population francophone au Québec. Mais je pense que c'est à chaque projet de film documentaire, c'est un peu un champ de bataille pour nous. Mais en même temps, veux pas, plus tu en fais, plus tu fais ton nom aussi, et plus les institutions vont être prêtes à croire en ton projet. T'sais. Mais nous, par exemple, par rapport à Québécoisie, je pense que la clé du petit succès qu'il y a eu, entre autres au Québec, mais ça a été notre modèle de distribution qui était un peu atypique. T'sais, moi, c'est moi qui ai contacté. Bon, on est distribué par Vidéographe, mais avant d'être distribué par eux, j'avais déjà contacté Le Beau Bien,
les cinémas quartiers, plein de cinémas au Québec. Puis finalement, j'ai réussi à convaincre le Beaubien. Puis on a fait toute une petite campagne de promotion, mais avec très, très peu de moyens. Puis finalement, le Québécoisie a été à l'affiche pendant 5 semaines. Il a été dans les films canadiens les plus vus en salle pendant 4 semaines aussi consécutives. Donc, c'est un petit miracle pour un film documentaire. Mais tout ça pour dire que par rapport à la vitalité, là, à l'avenir du cinéma québécois, souvent on parle de crise, mais justement, ça dépend des films, puis ça dépend aussi comment on les consomme. T'sais. Nous, le Québécoisie a été tourné en majorité sur la Côte-Nord, mais il aurait fallu logiquement que le film soit disponible aussi en VOD directement sur la Côte-Nord. Si tu passes à Médium Large, une émission radiophonique au Québec, qui est quand même assez écoutée, 8 avril, puis finalement, ton film est disponible en vidéo sur demande seulement le 15 septembre prochain, ben, les gens qui ont eu envie de l'écouter, de le consommer, entre guillemets, tout de suite, ben, c'est passé, tu sais. Donc, nous, on a essayé quand même de le lancer sur plusieurs plateformes de façon quasi simultanée. Puis je pense que c'est pour ça que ça a quand même eu un bon succès. Donc de réfléchir un peu, c'est peut-être plus simple de le faire dans le documentaire, là, de pouvoir, par rapport aux limites de la distribution actuelle, tu sais. Mais c'est clair et net, à mon sens, à moi, que pour que la vitalité du cinéma documentaire au Québec se poursuive, bien, il faut que les modèles de distribution s'adaptent aux réalités d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un assis dans son salon qui veut l'écouter ce soir, ce film-là. Là. Ouais. Puis, comme il y a de plus en plus de productions qui se font, bien, si tu veux que ton film soit écouté, il faut qu'il soit disponible rapidement. T'sais. Donc voilà. Je pense les règles changent. Juste avant de te céder la parole, Sylvain, on va présenter cette semaine un film de chasse de filles de Julie Lambert qui a vécu un cas un peu spécial. Est tombée dans un piège parce que son film avait eu un financement pour les nouvelles plateformes et il a été diffusé sur tout.tv, qui est une plateforme de visionnement en ligne liée à Radio-Canada. Et à cause que le film avait été disponible sur tout.tv, les propriétaires de salles, l'association, a refusé que le film sorte en salle. Donc, ils ont dû se créer eux-mêmes un réseau puis se promener partout à travers le Québec pour aller le présenter. Donc, ça va là, si on rentre dans le financement, il y a des dangers aussi d'avoir des sources d'argent qui nous obligent à le présenter d'une nouvelle façon. Mais je pense qu'actuellement, on en est là. Tu sais, Julie Lambert, c'est vraiment une je pense que c'est un cas assez unique actuellement. Oui, c'est la première fois que ça arrive. C'est dans le documentaire aussi. Je ne sais pas si dans la fiction, ça aurait été possible, mais on est clairement rendu au point où il faut réfléchir nos modes de distribution. Puis je pense que maintenant, avec l'Excentrice, il y a une plateforme. Il y a une plateforme, oui. L'Excentrice, qui est un cinéma à Montréal. Puis il y a une plateforme web où on peut écouter les films de façon, pas simultanée, là, mais en même temps, qui sont à l'affiche en salle au cinéma à Montréal. Même si toi, tu habites l'autre bout de la province, le Québec, c'est quand même 6 fois la France. Là, donc, tu ne vas pas à l'Excentrice un bon matin après 7 heures de route pour voir un film nécessairement. T'sais. Mais l'exemple de Julie, je pense, c'est clairement un exemple qui nous invite à réfléchir rapidement à cette transformation-là des modes de distribution. Là. Sylvain? Oui, simplement pour rappeler que tu parlais de crise de cinéma. Bon, moi, depuis 25 ans que je suis l'actualité du cinéma québécois, j'ai toujours entendu parler de crise. Hein, mais c'est pareil en France. Hein. En France, pareil, et je crois que dans le monde entier, tout le monde parle toujours de crise de cinéma. Il faut quand même voir qu'il y a eu une énorme progression. Hein. Le cinéma au Québec comme au Canada n'existe que parce qu'il y a eu une volonté politique au départ de faire du cinéma et de le financer. Hein, puisque si c'était par simplement les entrées que provoque le cinéma, la rentabilité serait totalement nulle. Pour vous donner un chiffre là qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'entre 1950 et 2000, il y a 800 longs métrages qui ont été faits au Québec, et là-dessus, il y en a 5 qui ont remboursé leur coût de production, hein, dont le déclin de l'Empire américain, dont Les Ordres aussi, mais Les Ordres 20 ans plus tard. Hein, il a mis 20 ans, parce que c'est un film qui a beaucoup tourné. Au bout de 20 ans, il a réussi à rembourser. Donc aujourd'hui, les choses sont quand même un peu différentes. Il y a quand même eu des gros succès. Il y a des films qui réussissent à réellement avoir un succès
au Québec et un succès à l'international. Et ça, c'est tout à fait nouveau quand même. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a sans doute toujours des problèmes. Hein. Et le problème que tu poses sur les modes de distribution, je pense que c'est pas un problème spécifique au Québec. Hein. C'est un problème spécifique. Bien sûr, les changements de consommation de films, c'est quelque chose qui existe partout. Et c'est vrai que ça pose des problèmes partout. Hein. En France, où il y a une hiérarchie, il y a une chronologie très très précise de diffusion des films. Aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient la remettre en cause parce que disent, voilà, ça correspond plus à la façon dont les gens consomment le cinéma. Mais si on modifie ça, ça va aussi créer beaucoup de problèmes que tu as posés. C'est vrai qu'en France, par exemple, si un film passe à la télé, en premier, c'est plus considéré comme un film de cinéma, c'est plus les mêmes financements du CNC, etc. Je crois que l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'en France, il y a quelque chose qui n'existe pas au Québec. Je sais que le Québec a essayé très souvent de l'obtenir, c'est une taxe sur les billets de cinéma pour financer. Vous savez, quand vous achetez un billet de cinéma, 11% environ de votre billet sert à financer le cinéma français. Donc quand vous allez voir Clint Eastwood, 11% du billet sert à financer le cinéma français. Le Québec a essayé à plusieurs reprises de faire ça, mais la Motion Picture of America et Hollywood ont toujours dit il n'en est pas question. Je vous rappelle une chose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que depuis 1920, le Canada et donc le Québec, c'est le domestic market des États-Unis. Hein, et que les États-Unis ont toujours considéré, pour le cinéma, comme beaucoup de choses d'ailleurs, que c'était l'arrière-cour des États-Unis. Voilà. Oui, tout à fait. Le Festival de Toronto, c'est un festival qui est de fait contrôlé aujourd'hui par les États-Unis et que beaucoup des gros distributeurs ont été très longtemps aussi des distributeurs américains, etc. Donc c'est vraiment une situation tout à fait particulière et c'est vrai que il y a toujours le problème de financement et la grande crainte qu'il y a au Québec toujours, c'est des coupures budgétaires dans la culture en général et dans le cinéma en particulier, qui fait que d'un seul coup, s'il y a moins d'argent pour financer les films, il y aura moins de films, c'est sûr. Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'on fait trop de films maintenant au Québec, sachant que, justement, c'est plus difficile au niveau de la distribution? Il y a souvent des cinéastes qui peuvent attendre longtemps avant de faire des films. Ça peut être très difficile d'avoir une filmographie ici. Mais là, vu qu'il y a des coupures un peu partout, vu que la distribution est difficile, le financement aussi, est-ce qu'on fait trop de films au Québec? Autant en documentaire qu'en fiction. Pourquoi? Ça serait quoi faire trop de films? Je ne sais pas, je lance la question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Ouais. Non, mais au même titre qu'en littérature, il y a énormément de sorties, il y a très peu de films, de livres qui sont lus. On pourrait peut-être lancer la même chose en cinéma. Je lance une hypothèse, Gabriel. Il y en a comme il y en a. Ça veut dire, c'est comme poser la question, est-ce qu'il y a trop de créateurs? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a le nombre de créateurs qu'il y a, puis il y en a qui disparaissent, puis il y en a qui restent, puis il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, il y en a qui deviennent fameux, il y en a qui disparaissent. Poser la question, est-ce qu'il y a trop de films? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, j'ai le même réflexe qu'Olivier, je ne comprends pas la question. Mais okay. je pense qu'en fait, au contraire, qu'il y a de plus en plus de films, malgré les coupures, malgré le contexte économique actuel, ça nous montre à quel point il y a une vitalité créatrice au Québec et peut-être ailleurs, là, je ne connais pas les chiffres ailleurs, mais moi, je trouve ça fabuleux. Je vous parlais récemment d'un essai que j'ai lu qui s'appelle « La vie habitable », qui parle de la poésie, mais pas du format littéraire, mais de la poésie au sens large du terme, de la beauté dans la vie. Puis, je ne sais pas si tu as lu l'essai, moi, je l'ai terminé en atterrissant dans l'avion, ça m'a bouleversée. Ça se trouve sûrement en ligne, si ça vous intéresse. Mais je trouve que c'est un peu une des facettes de la poésie, qu'il y a de plus en plus de production. Moi, je pense que le documentaire, d'ailleurs, il va y en avoir de plus en plus. Je pense vraiment pas que c'est un genre qui est en train de s'éteindre, mais au contraire, qui est en plein envol. Puis, je trouve ça fabuleux, au contraire. Puis, qu'il y ait peut-être moins de gens dans les salles, mais si on cumule tout je sais pas. Ça témoigne beaucoup, cette vitalité-là témoigne beaucoup, justement, de la situation du Québec, en fait, de la situation culturelle du Québec, toute cette créativité-là, que ce soit en cinéma, en littérature, en théâtre, en musique, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes au pied carré là, au Québec. Et puis même si on prend le cinéma québécois par rapport au reste du Canada, le reste du Canada ne comprend pas ce qui se passe chez nous. Là. Ils ne comprennent pas, parce qu'eux, ils sont en compétition directe avec les Américains parce qu'ils tournent en anglais. Et ils n'ont pas les budgets pour appuyer les productions américaines. Alors que nous, on a l'avantage de la langue, c'est-à-dire qu'on fait des films
dans la langue de chez nous. Alors, les gens qui ne parlent pas anglais ou qui ne sont pas intéressés par ça sont quand même attirés, sont quand même appelés, sont quand même sensibles à ça et voient tout de suite la distinction. Ça, c'est un film québécois, ça, c'est un film américain. Alors que dans le reste du Canada, cette ligne-là n'est pas claire parce que les cinéastes canadiens anglais tournent avec des acteurs américains. Alors, les lignes sont très floues. Puis c'est pas grave en quelque part. C'est juste qu'ils ne rencontrent pas le succès que le cinéma québécois rencontre sur son territoire. Évidemment, après ça, toute la question de la distribution à l'étranger devient difficile aussi, mais ça bouge ça aussi, puis ça a changé beaucoup dans les dernières années. Si on parlait maintenant de la production, au moment du tournage, on va commencer avec toi, Stéphane, justement. Est-ce que tu as vu déjà une différence de ton premier long métrage à ton troisième au niveau du nombre de jours de tournage, des conditions dans lesquelles tu dois tourner? Est-ce que ça s'est détérioré ou ça reste sensiblement la même chose? Bien, c'est-à-dire que moi, très honnêtement, je tourne dans des conditions qui sont très, très bonnes, en fait. Là, je ne vais pas mentir là-dessus. Et le budget de mes films a augmenté un peu. Là, il faut dire, j'ai fait 3 films à peu près sur l'espace de 9 ans. Et donc, l'augmentation de mes budgets correspond à peu près à l'inflation. C'est-à-dire que c'est le salaire, en fait, des techniciens qui a augmenté à travers les années. Mais le nombre de jours de tournage est resté toujours le même. Je tourne mes films en 28 jours. Mes 3 films, ça sont tournés en 28 jours. Mais à chaque fois, ils coûtent un petit peu plus cher parce que c'est ça, le coût de la vie augmente. Gabriel, sur les tournages, toi, est-ce que tu as vu des changements? Oui, je pensais au film qui va être présenté demain, Le Démantèlement, qui est un petit film dans un sens d'auteur, avec des films auxquels j'ai participé il y a plusieurs années. Il n'y a pas tant de différence que ça. Non. Les équipes sont pas beaucoup plus grosses, un petit peu. Les budgets sont à l'échelle du développement de l'économie, là. Mais la durée des tournages, le contexte, c'est à peu près, c'est pas très différent. Ça n'a pas changé tant que ça. Mais c'est un film d'auteur, si je compare avec des grosses productions comme Les Ploufs dont on parlait tout à l'heure, qui sont des énormes productions, oui, ça, bien sûr, ça ne se compare pas, là. Mais fondamentalement, il y a des films de qualité. Les premiers films de Xavier Dolan, c'était fait avec rien. Là, je veux dire, oui. Le premier film de Louis Bélanger, Post-Mortem, on jouait avec nos vêtements. C'était nos costumes. Nos costumes, c'était nos vêtements qu'on apportait dans le métro pour aller tourner. Là. Il a fait ça avec 500 000 $, à la coop vidéo, sans moyens, sans rien. Là. Puis c'est un petit film qui se regarde très bien, avec une histoire. Puis c'était en 97, 98, Post-Mortem. Donc, non, ça ne dépend pas définitivement de ça. Peut-être dans le cinéma commercial, mais pas dans le cinéma auquel moi je suis associé plus souvent. Sylvain, toi, au fil des années, est-ce que tu as vu des modifications à ce niveau-là? Alors moi, dans les tournages, je ne vais pas sur les tournages, Non. mais ce que je vois, ce que je dis, c'est une augmentation considérable de la production, le fait que quand même de plus en plus de films se rendent en France, par exemple, hein, on a quand même de plus en plus de films qui viennent, des festivals qui accueillent de plus en plus souvent, parce qu'il y a ça aussi, on sait très bien qu'une partie de la carrière des films, c'est dans les festivals de cinéma. Hein, il y a beaucoup de films. Moi, par exemple, le Sommer que j'ai présenté, qui est vraiment un tout petit film autoproduit par Julie Perron et tout, il est sélectionné dans 40 festivals dans le monde. Hein. Et là, je viens d'apprendre qu'il va être diffusé à Montpellier, il a été diffusé en Pologne, il va être diffusé au Brésil, et il a été diffusé dans trois festivals en Italie le mois prochain. Donc on s'aperçoit qu'il y a des films qui n'ont pas forcément des milliers de spectateurs au Québec, mais qui après vont être vus par des milliers de personnes dans le monde parce qu'ils vont faire 30, 40, 50 festivals de cinéma et qui vont être découverts en plus par des gens qui n'ont jamais vraiment entendu parler du Québec ou du cinéma québécois. Je m'imagine que le film qui va être présenté à Sao Paulo, il n'y a pas beaucoup de gens de Sao Paulo qui doivent bien connaître le Québec et encore moins le cinéma québécois. Oui, non. D'ailleurs, je rappelle, Denis, ton frère, dit toujours que le premier film québécois qui a été diffusé au Brésil, c'est le déclin de l'Empire américain. Il n'y a jamais eu. Toi, t'es connu au Brésil. T'es connu au Brésil. Voilà. Donc voilà. Tu lis dans mes pensées, j'allais arriver justement. Est-ce qu'il y a On n'a rien préparé. Hein. Il y a 2 types de cinéma. Il y a des films qui se font de plus en plus pour des festivals sans vouloir être juste un film de festival et les films plus populaires.
parce que, surtout dans votre cas aussi, vous êtes promené beaucoup avec vos films. On dirait que de plus en plus, on entend beaucoup parler des films québécois à l'étranger dans les festivals. Je prendrai comme exemple Denis Côté, où est-ce que ses films sont vus par des milliers de personnes dans les festivals, mais à chaque fois que son film prend l'affiche au Québec, c'est quelques centaines à peine qui se déplacent, malgré tout le battage médiatique qu'il y a eu pendant 1 an. Son film étant tourné à travers le monde, on se dit, bon, il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont se déplacer, et pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a comme 2 rythmes maintenant de production? Moi, c'est-à-dire que dans les faits, on pourrait penser ça, mais je veux dire, en tant que créateur, moi, je suis contre. Je veux dire, quand tu fais un film, tu penses pas à ça. C'est-à-dire que si on commence à réfléchir à ce que les gens ont envie de manger, ben, on va tous faire des pizzas pochettes, là. Je veux dire, je pense qu'il faut, en tant que créateur, il faut que tu fasses ce qui est en dedans de toi, ce que l'instinct te dit de faire. Puis après ça, ben, tu n'es pas responsable de la vie de ton film. C'est plate, mais c'est comme ça. On n'est pas responsable de la carrière de nos films. Bien sûr que Denis Côté, il n'est pas con. Il sait qu'en faisant tel genre de film, il peut rejoindre tel genre de public, mais secrètement, on espère tous que ce public-là va s'élargir de fois en fois, puis qu'à un moment donné, justement, la réputation du réalisateur, que le bouche-oreille du film va faire que les gens vont s'intéresser à ça. En documentaire, est-ce que vous pensez à ça un petit peu au moment du tournage ou plus le projet avance, vous vous dites, OK, on se positionne peut-être pour tel type de festival ou Non. Ben, nous, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais on le sait que c'est une réalité, par exemple. Donc, Mais il y a une des limites aussi qui est par rapport à la langue québécoise, qui est quand même, bon, l'accent, là, j'imagine que vous nous comprenez bien. Vous me comprenez, oui. Mais nous, on... Il y a des sous-titres en dessous, là. Oui, c'est ça. Alors, live, tu sais. Il est en train de faire des sous-titres lumineux Mais en dessous. tu sais, nous, on l'a vécu avec Azimut, qui était notre premier film, qui est un film qui a été diffusé dans, je pense, je sais pas, une quarantaine de pays, a été sur plus de 25 chaînes télé, peut-être. Puis il n'y a on jamais... fait toutes les chaînes télé en Europe. Partout en Europe, il était traduit en polonais. Puis il y avait des sous-titres anglais, bien sûr, mais il n'a jamais été diffusé aux États-Unis ou au Canada anglais, par exemple. Parce que, selon les télédiffuseurs, les Américains et les Canadiens anglais n'aiment pas les sous-titres. Donc quand, tu sais, comme par exemple Québécoisie, bon, ça traite d'un sujet très spécifique au Québec, mais de le vendre à des télés hors du Québec, c'est quasi impossible parce que cette barrière-là de la langue, de l'accent québécois qui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est fait dire par, c'était peut-être d'autres raisons, là, mais je pense que c'est quand même un enjeu qui peut bloquer la diffusion à l'extérieur du pays. Mais en même temps, nos films ont quand même beaucoup voyagé, pareil, surtout dans les festivals, puis à la télé un peu aussi. Mais c'est un petit truc, des fois, auquel moi je pense. Je me dis, mais je ne me mettrais pas à faire des films en anglais là, pour cette raison-là, nécessairement. Mais c'est ça. Et même ici, par exemple, le dernier film qu'on a fait, Québécoisie, c'est clair que le film, il y a des portions du film qui doivent être sous-titrées. Donc, là, on se retrouve avec le problème que même dans la francophonie hors Québec, le film doit être sous-titré et ça amène aussi des complexités là, à ce niveau-là certaines contraintes pour la distribution. Oui. Juste une petite anecdote, mais pour montrer qu'un succès en festival, effectivement, c'est totalement différent d'un succès en salle. Lors du festival de Blois, j'avais présenté Octobre de Pierre Falardeau, qui avait eu le prix du meilleur film par le public cette année-là. C'était en 95. Et on l'avait présenté 3 fois pendant le festival à Blois. On avait fait 600 entrées, c'est quand même pas mal. Et lorsqu'ensuite j'avais convaincu l'exploitant de Blois de le prendre lors de sa sortie, il avait accepté parce qu'on louait sa salle pendant le festival. J'avais en plus rappelé tous mes contacts dans les journaux locaux pour qu'il y ait des papiers, etc. Et donc ça a été exploité pendant 1 semaine et le résultat au bout de la semaine, c'est 13 entrées. Oh! Ouais, voilà. Donc vous voyez ce qu'on peut avoir dans le cadre d'un festival. On peut attirer beaucoup de gens parce que les gens sont curieux, parce que les gens sont, ils ont pris une carte d'abonnement, ils peuvent aller voir 10 films en 3 jours, etc. Mais lorsque le film sort à côté de Rambo, machin et tout ça, bon là, il n'y a plus personne, quoi. Bon.
Maintenant, on va aborder le sujet de la promotion. Au niveau de la promotion, puis là, j'aimerais tous vous entendre là-dessus, même Gabriel aussi. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui ont changé d'aller à la radio, à la télé, l'ampleur des médias. Maintenant, il y a tellement de sources de médias. Il y a les médias sociaux aussi maintenant qui rentrent en jeu. Est-ce que quelque chose a changé qui pourrait peut-être être très positif à ce niveau-là? Ou à la limite, on plafonne, il y a trop de sources d'informations, donc ça se perd un peu dans le lot? Ben, c'est un peu des deux. En tout cas, dans notre cas, le fait, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, qu'on ait utilisé les réseaux sociaux, ça a vraiment, je pense, ça a vraiment, vraiment aidé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de sources d'informations partout. D'essayer de trouver ta place parmi toute cette information-là. Puis parmi les géants qui arrivent, qui, eux, ont juste à cogner à la porte comme ça, puis ils rentrent, puis ils sont les premiers au micro. C'est pas nécessairement évident. Fait que nous, d'une certaine façon, ces petits réseaux-là nous permettent à quelque part de créer notre place, là. Je parle en tant que tout petit, là. Donc, mais sinon, est-ce que les médias s'intéressent à vous autrement ou c'est vous autres qui devez aller cogner aux places? Quand on se maquille, si on se maquille bien, ça... Non, mais c'est arrivé, tu sais, au Québec, on a une bonne écoute. Parce qu'on fait pas on a fait 3 films aussi à peu près depuis 2006. Et puis les sujets ont semblé intéresser les médias, tu sais. Mais c'est moi qui cogne à leur porte. Donc j'ai pas une agente, j'ai pas. Moi, je me suis toujours demandé si ça aidait pas. Le fait que c'est la réalisatrice, productrice qui appelle, qui dit « Hey, on sort un film, c'est moi qui le porte, mais c'est moi aussi qui contacte les médias. » Puis de ce côté-là, ça a super bien fonctionné. Mais après ça, c'est peut-être parce que le sujet les intéressait à arriver au bon moment. Tu sais. Donc, peut-être les réalisateurs de documentaires sont mieux de s'impliquer davantage à ce niveau-là pour que leur film se fasse connaître. Ben, nous, c'est ce qu'on a vécu. Oui. Gabriel? Au niveau des interprètes, c'est parce que le distributeur investit de l'argent dans la production d'un film. Donc, le distributeur, avant même que le casting du film se fasse, s'assoit avec le producteur et le réalisateur puis dit qui vous allez avoir dans le rôle principal. Puis là, d'abord, le réalisateur dit moi, j'aimerais ça avoir lui. Puis là, le distributeur dit qui? Le réalisateur dit lui, je l'ai vu dans un théâtre. C'est qui ça? D'abord, le distributeur a son mot à dire dans le casting, à part du réalisateur et du producteur. Donc déjà, l'interprète doit s'attendre au moment où il est engagé pour jouer dans le film du réalisateur, qui va avoir ce que les acteurs appellent le service après-vente. Ça veut dire une fois que le film est tourné, au moment où vient le moment de la sortie du film, le distributeur, le producteur, le réalisateur s'attendent à ce que les acteurs principaux aillent à la télévision, à la radio, fassent la promotion. Ça fait presque partie du contrat d'engagement des interprètes. Mais est-ce que des interprètes obligé? Principaux. Est-ce que vous êtes obligé? Comment on dit, un contrat à l'amiable? Oui, moral ou immoral plutôt. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on s'attend. Non, mais ce que je dis, c'est un consensus. Tu sais, tu dis, écoute, je t'engage pour jouer dans mon film, je compte que tu vas me donner un coup de main pour la diffusion du film, que quand le film va sortir. Comme par exemple, il y a un exemple chez nous, le film que vous verrez demain. Il y a une émission extrêmement fameuse à la télévision qui s'appelle Le Dimanche. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, à laquelle j'ai toujours refusé d'aller. J'ai été sollicité 5 fois par l'animateur pour aller là. J'ai toujours dit non. Et quand est venu le temps de sortir le démantèlement, le réalisateur m'a téléphoné parce qu'il voulait encore, les gens de l'émission voulaient m'avoir. Puis il m'a dit, écoute, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, où j'habite, où le film va sortir, tout le monde écoute cette émission-là. Donc, si tu vas parler du film à cette émission-là, ça veut dire que ça nous garantit la sortie du film dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, je suis allé. Et j'ai parlé du film, ça a été très utile. Le film a joué au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a aidé le film. Donc, il y a un consensus, ça veut dire qu'il faut que tu sois... que tu te sers de ton jugement un peu, là, donc dépendant des conditions. Mais en général, c'est une espèce de contrat moral, comme tu dis, c'est-à-dire que les gens qui mettent l'argent s'attendent à ce que tu fasses une part du travail après le tournage pour faciliter la diffusion du film. Ce que je trouve correct, d'ailleurs, c'est pas... t'as joué normalement, tu devrais être fier de ton travail, donc tu devrais pas être... Tu sais, dire non, je veux pas aller l'annoncer, je refuse. Ça arrive, des fois, il y a des histoires à Hollywood qu'on entend où l'acteur renie le film ou refuse que son nom apparaisse au générique ou je sais pas quoi. Là, bon. Mais on est trop
petit pour ça. Puis au Québec aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé avec le film Aurore, où est-ce qu'on s'est intéressé au film bien avant que le tournage commence. Il a fait de la promotion déjà pour le casting, pour trouver la Aurore en question. Donc, de plus en plus, les films, on en parle longtemps d'avance pour déjà créer un engouement Oui, tranquillement. mais ça, excuse-moi, c'est sur les films commerciaux qui font c'est du marketing, là, tu sais. Ils font de la promotion, ils choisissent la petite Aurore, là, tu sais. Ouais. Je me souviens, ils choisissaient la petite Aurore, puis ils faisaient des auditions pour choisir la petite Aurore. Ben, il y avait déjà une partie du travail de promotion qui était faite avant même qu'il y ait une image de tournée. Tu sais. Ben, finalement, ils prenaient le modèle américain. Oui, mais ça, tu peux pas faire ça sur un film d'auteur, tu comprends? Non, Il faut que tu fasses ça sur Séraphin, sur Aurore, sur... Mais je vais entendre Stéphane là-dessus parce que, d'une certaine façon, quand on annonce ton prochain film, déjà, il y a un petit buzz qui se crée. On veut apprendre c'est qui joue dedans. On veut savoir quand est-ce que ça va sortir. Donc, Oui, mais tu sais, toute proportion gardée, c'est un buzz qui intéresse 5 personnes à peu près, incluant ma mère. Là, non, mais c'est pour vrai. Ouais. Moi, ça m'épuise un peu. Je vais vous avouer que je suis pas très moderne. C'est vrai. Non, mais je suis pas très moderne dans mon utilisation des médias sociaux, tout ça. Je suis un peu déconnecté de tout ça. Et je vois qu'il y a beaucoup d'énergie autour de moi qui est mise pour ça. Il y a beaucoup de subventions qui sont données pour... Je me souviens, mon film précédent, ils ont mis extrêmement d'argent pour faire un site web avec des capsules originales pour ce site-là. Et puis, ils voulaient que je les réalise. J'ai refusé. Ils l'ont fait. Ça a été vu par 150 personnes, 200 personnes. Beaucoup d'efforts. Donc, tu trouves que c'est une perte d'argent, moi, je trouve une perte que de c'est une temps? perte de temps. C'est parce que, mettons, être ami Facebook d'un film, là, une fois que tu as vu le film, une fois que le film est sorti, là, ben, le film, tu sais, tout le monde, le film joue à Florac en fin de semaine. Je veux dire, le monde de Montréal qui l'ont vu au mois d'août. Ouais. Moi, je suis ami de ce page-là. Qu'est-ce que ça me donne de savoir ça? Tu sais, il a gagné un prix. Qu'est-ce que ça me donne? Je l'ai vu, le film. C'est beau, là. Lâchez-moi, tu sais. Fait que pour moi, ça n'a aucun intérêt, ces affaires-là. Ça n'a aucun intérêt. Tu sais, oui, créer des buzz, mais je trouve je pense que tout le monde cherche en ce moment. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde cherche une façon d'utiliser le web comme il faut, je trouve, puis je pense qu'on ne l'a pas encore trouvé, en fait. OK. Donc, juste avant qu'on laisse la parole... Oui. Je peux juste ajouter quelque chose par rapport à, justement, aux petites productions où nous, on a assumé aussi une partie de la distribution ou de la promotion, si on veut. Si on a travaillé 5 mois à temps plein là-dessus, là. Ben aussi, il y a le danger de s'épuiser aussi là-dedans, tu sais. Parce que tu veux que, tu sais, nous, on n'avait pas de distributeur. Ben, on avait un distributeur, mais on n'avait pas d'agent direct, tu sais, donc, c'était nous qui faisions notre autopromotion. Puis, Total, ça faisait 5 ans qu'on travaillait sur ce film-là. Donc, tu veux que ton film soit vu. Donc, tu essaies de trouver justement la façon d'utiliser le web ou la façon d'aller accrocher les médias. Mais le danger là-dedans, je pense, c'est l'épuisement, carrément. Oui. Je reconnais que pour des productions plus indépendantes qui sont pas supportées par des distributeurs, je me rends compte à quel point ça peut faire une différence aussi, justement, d'essayer de créer un bouche-à-oreille puis juste d'exister, tu sais. Quand tu es supporté par un distributeur qui met un petit peu d'effort, qui fait des affiches, qui met des bandes annonces dans des cinémas, si tu étais à ton compte, tu peux pas te permettre ça nécessairement. Pour terminer, juste avant qu'on cède la parole au public, j'aimerais qu'on parle des nouvelles plateformes, donc d'écouter des films en VOD qui sortent en même temps que sur grand écran, mais aussi des films pensés pour des iPads, des iPhones, tout ça. Je sais que c'est... Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a un organisme qui s'est créé l'an passé à Montréal pour promouvoir le cinéma sur grand écran, pour inciter les gens à aller voir des films sur grand écran. On sait que l'achalandage en salle général, même pour les films américains et européens, est en chute libre, là, une baisse de 3 à 5 % dans la dernière année. Donc, pensez-vous que d'aller voir un film au cinéma, ça va devenir un geste de plus en plus rare? Déjà, tu t'en parlais un peu, Stéphane, des gens qui l'écoutent à la maison, mais au-delà d'attendre que le film sorte en DVD ou en VOD, est-ce qu'il y aurait des solutions de peut-être les sortir automatiquement sur d'autres plateformes en même temps qu'ils sont en salle? Ben, des fois, j'ai l'impression que c'est une question économique, dans le sens où on parle tout le temps il y a moins d'achalandage dans les salles, etc. Puis oui, de voir un film dans une salle, c'est pas la même chose que le voir chez vous. Mais de plus en plus, je trouve qu'il y a moyen de voir des films chez soi
dans une très bonne qualité, avec un bon son, etc. Tu sais. Parfois Puis- supérieur que dans certaines salles. Parfois supérieur que dans certaines salles où tu n'as pas de bruit, tu es seul, tu es isolé, tu es dans ta bulle, dans ton monde. Fait qu'à quelque part, pourquoi pas, tu sais. Fait que oui, moi j'aime mieux quand il y a plein de monde, puis je suis là, assis, puis là, je regarde les gens qui écoutent mon film, puis là, j'entends les réactions, puis tu sais, moi j'aime mieux être dans une salle que de savoir que quelqu'un l'a écouté chez eux dans son salon. Mais à quelque part, c'est merveilleux que ça permette à quelqu'un en Australie qui m'écrit, je reçois un courriel qui me dit « Hey, j'ai vu ton film, ça m'a touché. Je veux dire, c'était pas possible avant, là, c'était extrêmement difficile. Puis, aujourd'hui, oui, on se bat contre des géants, mais je pense qu'on parlait tantôt des salles au Québec, puis des sorties au Québec, puis de la diffusion au Québec. Mais quelque part, on a accès aujourd'hui à la planète monde. Puis les petites productions comme nous, à quelque part, c'est une des portes de sortie d'une certaine façon, de réussir à sortir, puis toucher des gens d'un peu partout, tu sais. Sylvain? Je crois qu'il ne faut effectivement pas opposer les deux. Moi, je me souviens toujours d'un ami cinéphile qui me disait, moi, quand j'étais jeune, j'habitais à 80 km d'un cinéma en France. Et j'imagine qu'au Québec, ça va être des distances encore bien plus grandes. Il y a des gens qui habitent à des centaines de kilomètres d'un cinéma. C'est formidable que ces gens-là puissent avoir accès à des films, alors qu'avant, soit ils n'y avaient pas accès du tout, soit c'était pour eux une dépense de temps, d'argent, d'énergie absolument considérable. Mais bien sûr, rien ne remplacera jamais le collectif du cinéma. C'est pas tellement la grandeur de l'écran ou la qualité, c'est le fait de voir ensemble, de pouvoir en parler avec des gens. Mais les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès, ou les personnes âgées, les personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent plus aller au cinéma, c'est très très important qu'eux aussi puissent avoir accès à ce que voient les autres, ceux qui peuvent se déplacer, ceux qui ont une salle de cinéma juste à côté d'eux. Donc je crois que ça doit être complémentaire. Il faut simplement espérer que cette consommation individuelle chez soi ne tue pas les salles de cinéma. Mais il ne faut pas dire voilà c'est bien ou c'est mal. Je crois que c'est au contraire un progrès que tout le monde puisse voir un film partout sur la planète. Stéphane? J'ai perdu mon idée. Ça arrive. J'espère que c'est pas moi qui t'ai fait perdre. C'est bien correct. Exactement ça, je pense. Ouais. Donc, dans la salle, c'est maintenant votre tour. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je voulais dire aussi, peut-être, Oui. en fait, ça m'est Oui, revenu. ça te revient. Non, mais peut-être qu'une des tendances, on se souvient quand les DVD sont sortis, les distributeurs sont empressés de mettre des bonus. Il y avait beaucoup de bonus, il y en a de moins en moins, mais il y avait C'est vrai. beaucoup de bonus sur les Ouais. DVD, dont commentaires de réalisateurs, tout ça. J'ai comme l'impression que ces bonus-là vont être en salle maintenant, en fait. Oui. Ça va être ça, tu sais, on va inviter les réalisateurs peut-être plus souvent à Créer l'événement. créer un événement. Justement, tu veux avoir le bonus, ben, tu sors de chez toi, puis tu te rends à la salle et tu vis l'expérience collective, justement. Moi, je l'ai fait au Festival du Nouveau Cinéma. Ils m'ont demandé de faire le commentaire de mon film live, en fait. Alors, j'étais là, la salle était pleine, il y avait 200 personnes qui regardaient Tudor Nicole. Moi, j'étais assis dans la première rangée, je regardais le film en même temps qu'eux et je racontais des anecdotes de tournage, comment on a fait tel truc, tous les détails, en fait, sur la production du film. Sur le casting, tout ça. Puis j'imagine que ça se passe aussi au Québec, mais en France maintenant il y a des opéras qui sont Oui. présentés. Mhm. Il y a même, je viens de voir à Paris, ils annoncent la visite de l'expo David Bowie, qui va être un énorme succès, mais beaucoup de gens vont pouvoir aller. Il y a maintenant 2 dates à Paris, et j'imagine dans d'autres villes de province, où les gens qui n'ont pas eu accès à cette exposition vont pouvoir suivre quelqu'un qui va présenter l'exposition Sur grand écran. grand écran. Wow. Et les gens vont payer pour aller voir l'exposition de David Bowie sur grand écran. Sans bouger. Sans bouger, oui, Ouais. mais la personne qui habite à Montpellier, il va pas Oui. monter forcément à Paris, sauf si c'est un fan absolu, pour aller voir l'exposition David Bowie. Là, il peut la voir sur grand écran, c'est formidable. Bon, bien sûr, c'est pas aussi bien que de voir l'expo en vrai, mais c'est mieux que pas la voir du tout. Et Gabriel, on peut-tu rêver de t'avoir justement commenté une projection tout le long d'un film dans lequel tu as participé? Tu peux toujours rêver. OK, c'est ce que je pensais. Tu peux toujours rêver. C'est bon, excellent. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, moi, vous avez parlé du subventionnement du cinéma québécois, en faisant des comparaisons avec la France. Donc moi, ça m'intéressait de savoir, parce qu'en France, évidemment, Parfait. le cinéma est financé en partie par la télévision, enfin grâce à Arte et Canal+, principalement. Et la France, jusqu'à maintenant, les gouvernements successifs ont maintenu ce processus qui permet au cinéma français de vivre et de se développer.
au Québec, j'ai entendu Pascal qui parlait de subventions de l'État, des choses comme ça. Est-ce que il y a ce soutien dont vous parlez, financier, bon, il peut être par des chaînes de télévision, mais si j'ai bien compris aussi, il y a quand même des chaînes américaines qui ont la main mise sur des chaînes de télévision québécoises et qui n'ont pas forcément le pouvoir de décider eux-mêmes. Et par exemple, tout à l'heure, Gabriel parlait du démantèlement, enfin en disant un petit film, mais au contraire, moi je trouve que c'est un grand film, un très, très beau film que j'ai vu. Est-ce que par exemple le démantèlement, il a été financé par des subventions de chaînes de télévision Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un tout petit film financé par un producteur indépendant, un distributeur indépendant qui ont mis l'argent, qui ont investi. Je ne pense pas qu'il y ait un réseau de télévision ni canadien ni québécois qui ait investi. À ma connaissance, qui a investi un sou dans la production du film. Non, en fait de ma connaissance de la production, l'essentiel de l'argent, c'est des fonds publics, en fait, vient du gouvernement, palier au provincial et Oui, au c'est fédéral. Et la télévision, c'est essentiellement Radio-Canada, Super Écran, qui est une chaîne de diffusion de films. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça ici, Super Écran. Un peu Canal+. Canal+, Et sans donc, le eux, ils foot. mettent un peu d'argent, mais c'est les derniers, si vous voulez, à monter dans l'aventure, là. C'est-à-dire qu'ils suivent un peu une fois que le gouvernement a mis de l'argent dans les films, généralement la télé suit. Généralement, c'est ça, Radio-Canada qui est la télé d'État et qui est aussi du financement public, en fait. Il y a très peu d'argent du privé parce que, comme le disait tantôt Sylvain, nos films ne font pas d'argent. Alors, le privé n'a pas d'intérêt à investir dans quelque chose qui ne rapporte pas, à moins d'être philanthrope. Et on n'a pas ça chez nous, cette culture-là de la philanthropie. Et en France, je voudrais ajouter, si Canal+, si Arte investissent dans autant de films, Canal+ investit, je crois, dans 80% à peu près des longs métrages faits en France. C'est parce que c'est une obligation légale. C'est parce que quand ils ont eu l'autorisation d'occuper ce créneau et de pouvoir faire une chaîne payante qui rapporte énormément d'argent, il y a eu un contrat que le gouvernement a imposé, qui était de dire vous devez financer X milliards par an centaines de millions, peut-être pas des milliards, centaines de millions dans le cinéma, et vous devez prioritairement les films. Et je crois que Canal+, c'est 80% de la production française qui a de l'argent de Canal+. C'est une loi. Enfin, c'est pas une loi. C'est dans le contrat que Canal+ a signé. C'est pas une loi. C'est le contrat. Et si jamais ils respectent pas ce contrat, ils perdent leur droit de diffuser. Donc, il n'est pas question qu'ils le respectent pas. Sinon, ils le feraient pas. Hein. Ouais. Olivier, Pour le documentaire, en fait, il y a beaucoup de fonds qu'il faut qu'il y ait une télé qui embarque pour avoir accès à ces fonds-là. Et on a un ami qui est une boîte de prod qui produit beaucoup de documentaires. Et lui, si la télé embarque pas, il ne produit pas le film. C'est clair. Donc, s'il ne trouve pas une télé, le projet est mis de côté. Mais quelque part, d'une certaine façon, ça formate. La télé ne veut pas un plan large là, pendant 15 secondes, 20 secondes. Là, non, on coupe. Fait que c'est ça qui, d'une certaine façon, c'est triste Oui, donc on perd le cinéma un peu en faisant pour la télévision. Et juste pour compléter, pour avoir droit à ces subventions-là du privé, du public, en fait, du gouvernement, il faut une entente avec un distributeur avant de faire le film. Il faut qu'il y ait un distributeur qui achète le film. Et là, le problème qu'on a, nous, au Québec, c'est qu'on a de moins en moins de distributeurs, en fait. On est rendu avec presque, on peut dire, un monopole de distributeurs. Alors, si ces distributeurs-là refusent ton projet, tu te retournes et il y a presque plus personne à aller voir. C'est rendu une espèce de collectif, conglomérat, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a plusieurs gros distributeurs qui ont fusionné. Et donc, il reste à peu près 2-3 petits joueurs à côté qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ça risque d'être peut-être aussi un des problèmes dans les prochaines années. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, il faut juste parler droit devant. Je parle devant. Alors, j'ai une petite question sémantique. Parce qu'on parlait de quel avenir pour le cinéma québécois, mais il y a aussi une autre question qui serait peut-être quel avenir pour le cinéma au Québec, puisque je sais que Montréal est devenue une grande capitale de la production de films, parce qu'il y a des films américains qui se font à Montréal, hein, je pense les films d'Aronofsky, je pense. Du coup aussi les films des Québécois qui peuvent être éventuellement faits aussi à l'étranger, par exemple en France. Enfin, voilà, ouvrir un peu la question. Oui, puis on pourrait parler aussi des cinéastes québécois qui vont tourner aux États-Unis ou en France, oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Moi, je peux pas, pour les tournages américains, je peux pas répondre. Je suis pas au courant de la situation. C'est ça, moi, je me mêle très peu de la production, fait qu'il y a beaucoup d'aspects. Je veux pas trop m'avancer. Ce que je pense, c'est que nos politiques, par exemple, de coproduction, ça se peut, mais c'est assez compliqué, en fait. Puis aussi, dans le financement de Téléfilm Canada, il y a toute une idée de patrimoine canadien qui doit être inclus dans nos films. Fait que c'est très difficile d'aller tourner des films à l'étranger. Puis il faut mettre une police montée. Oui, un petit peu. Tu sais, un Paris-Texas pour un Québécois, c'est un peu difficile à envisager. Fait que c'est ça, je ne sais pas trop quoi répondre à ça, en fait. Ou sinon, peut-être pour préciser un peu plus, est-ce que ça vous apporte quelque chose pour vous, pour toi par exemple, réalisateur québécois, le fait qu'il y ait cette industrie localement présente qui peut peut-être faciliter aussi la chose. Et deuxième question qui va être plus politique, c'est finalement est-ce que ça a l'air d'être parti pour durer ou est-ce que les coupes budgétaires font que finalement ça peut déplacer le pôle en fonction de... Comment tourne le vent actuellement? C'est plutôt... Le vent a déjà tourné parce qu'il fut une époque où Téléfilm Canada, donc la partie fédérale, mettait plus d'argent dans les films québécois et la SODEC, qui est la partie provinciale, en mettait moins. Et à un moment donné, ils ont coupé dans Téléfilm et ils ont augmenté la SODEC et donc, le rapport de pouvoir a changé. Et donc, Téléfilm doit un petit peu... Parce qu'à un moment donné, il faut que les deux s'entendent pour qu'il y ait des films qui se tournent. Si un dit oui et l'autre dit non, toujours, il n'y a plus de films qui se tournent et l'industrie, donc tous les techniciens du cinéma sont sans travail et l'industrie s'écroule. Et donc, à un moment donné, ces gens-là doivent, supposément qu'ils ne se parlent pas, mais à un moment donné, ils sont au courant de ce que l'autre a accepté. Et donc, il faut que les deux disent oui au même moment, à un certain moment, pour qu'il y ait des productions qui se fassent. Juste sur les tournages les tournages états-uniens, les tournages des gros films qui ont lieu au Québec et au Canada dans certaines villes, et il y en a pas mal à Montréal, c'est ça aussi qui permet à beaucoup de techniciens de travailler en attendant de pouvoir travailler dans des films québécois et surtout souvent avec des contrats financièrement beaucoup plus élevés. Mais c'est aussi par contre pour ça que les productions des États-Unis viennent au Canada, c'est parce qu'ils peuvent payer les techniciens moins cher que s'ils tournaient à Hollywood ou à New York où il y a des syndicats, où là il y a des tarifs extrêmement élevés. Mais c'est ça aussi qui a permis le développement d'une industrie de techniciens. Et il y a des techniciens remarquables à Montréal, mais sans doute qu'il y en aurait moins s'il n'y avait pas de tournage qui venait des États-Unis ou parfois de France, mais c'est beaucoup plus rare. Et sur les tournages américains, les Québécois sont réputés de faire beaucoup avec très peu. Donc, on est habitué à avoir des tout petits budgets, alors quand on se ramasse avec beaucoup d'argent, on fait des miracles pratiquement sur les plateaux. Mais c'est comme il y a plein de films français qui sont tournés en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, parce que la main-d'œuvre est moins chère. C'est un phénomène qui existe partout, c'est pas seulement en Amérique du Nord. Mm-hmm. Mais cela dit, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, moi je me trouve extrêmement privilégié de tourner dans ce système-là, parce que, comme le disait Sylvain, c'est un système... Le Québec a décidé d'investir dans sa culture sans attendre de retour d'investissement. C'est-à-dire de ne pas en faire une industrie nécessairement profitable. Et donc, parce que les autres, ils se disent, mais de toute façon, on investit dans des salaires, puis ces gens-là vont payer des impôts, l'économie roule, et puis en même temps, ça fait vivre la culture. C'est un peu ça la logique derrière tout ça. Et donc, d'être un cinéaste dans cette pensée-là, fait que tu fais des films en fonction de ton inspiration, de tes idées, et non en prévision d'un succès commercial et en étant toujours en train de penser, est-ce que mes actionnaires vont être contents, tu vois? Puis ça change toute la dynamique de création. Et pour ça, moi, je me trouve très, très chanceux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si je comprends bien ce que tu disais à l'instant, Stéphane, tu te sens relativement libre de créer. Complètement. Et est-ce que pour Mélanie et Olivier, par exemple, c'est pareil pour vous? Dans le documentaire, c'est spécifique. Ben, nous, on a décidé de bâtir notre boîte de production en 2010, mais en fait, avant, on était les propres producteurs de notre film aussi. Et donc, du coup, on décidait de se donner la pleine liberté sur nos projets. En ce sens-là, oui, mais on s'est toujours battu quand même pour réussir à financer nos films. Puis nos premiers, je ne voudrais pas savoir
mon salaire horaire, si on veut. On n'a comme jamais trop pensé à ça. Mais pour la suite, là, notre prochain film va être produit à 100% par l'ONF, qui est l'Office national du Canada. Dont on n'a pas parlé encore, mais ouais, qui est quand même... Oui, puis on n'en a pas vraiment parlé, mais là, c'est 100% cet Office national du film-là qui finance le prochain documentaire. Mais encore une fois, on se sent très, très libre. La productrice avec laquelle on travaille est extraordinaire, puis elle nous laisse une pleine liberté sur le travail qu'on a à faire parce qu'on n'est pas lié à une télé du tout, tu vois. Et c'est le rôle de l'ONF, de l'institution, justement, de laisser place à la créativité, tu sais. Donc, jusqu'à maintenant, moi aussi, donc je me sens vraiment privilégiée. C'est une chance aussi qu'on a d'avoir cet outil-là. Mais je pense que c'est un outil que tu dois saisir. Tu sais, il faut que tu te permettes cette liberté-là aussi, tu sais. Il y a des gens qui vont faire des choix autres pour être plus connus, pour avoir plus de visibilité, pour ça, j'imagine, tu sais, je sais pas, mais nous, on a fait le choix de faire des films sur des sujets qui nous touchent vraiment. Puis à partir du moment où ton sujet, tu le portes vraiment dans ton cœur, mais à un moment donné, je me dis que tu vas convaincre du monde d'embarquer dans l'aventure, tu sais. Donc, on a toujours fonctionné de cette façon-là et à date, ça va, ça va bien. Sylvain? Oui. Pour développer sur l'Office national du film du Canada, il faut savoir d'abord que le cinéma québécois est né de l'Office national du film du Canada. Tous les fondateurs du cinéma au Québec sont passés par là et que l'ONF, aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, est sans doute le seul organisme de cinéma qui existe au monde qui continue à financer des films. Il y a des gens ce que je dis toujours, il y a des gens qui sont payés 3-4 ans pour faire un film avec des têtes d'épingle qui va durer 2 minutes. Il n'y a nulle part au monde où ça existe encore, ça. À ma connaissance, je ne connais aucun pays au monde où il y a des gens qui sont payés pendant 2 ans ou 3 ans pour faire un film dont la rentabilité commerciale sera totalement nulle par rapport au coût qu'il a eu, mais qui, bien sûr, par contre, va récolter un Oscar du meilleur film d'animation, qui va récolter tous les prix d'animation, aussi parce qu'il n'y a personne pour les concurrencer. Avant, il y avait la Tchécoslovaquie, avant, il y avait l'URSS, mais depuis... les pays socialistes, mais depuis que le mur est tombé, toutes ces institutions ont immédiatement disparu parce que, bien entendu, le capitalisme sauvage a totalement éliminé ça tout de suite. Et aujourd'hui, le Canada, c'est une exception. Je dis là le Canada parce que ça ne fonctionne pas que pour le Québec, c'est vraiment un organisme fédéral, même si c'est un rôle particulier au Québec parce que depuis 1956, c'est installé à Montréal et ça a de ce fait-là un rayonnement plus fort au Québec. Mais cet office a été une chance énorme, parce que sinon, je pense que s'il n'y avait pas eu l'Office national du film, aujourd'hui, il n'y aurait pas un festival à Florac qui ferait une rétrospective de cinéma québécois. Ça, je pense qu'il y aurait 3 films qui auraient été produits dans l'histoire, et puis voilà, quoi. Oui, il faut mentionner aussi que l'Office national se consacre pas mal au documentaire, aux films d'animation, à l'expérimental. Maintenant, de plus en plus aux nouveaux médias aussi, aux nouvelles formes de cinéma, mais pas au cinéma de fiction, en fait, qui est largement couvert par d'autres producteurs, en fait. Le temps file. On va terminer sur une dernière question. Je vous la lance. Êtes-vous optimiste pour le cinéma québécois? On va commencer par Gabriel, qui rit déjà. C'est le plus optimiste d'entre nous, donc il faut commencer par lui. On va commencer par Monsieur Sourire. Je ne comprends pas plus la question que la question qui précède. Je suis désolé. C'était quoi l'autre question qu'on ne comprenait pas? Est-ce qu'il y a trop de films? Oui, est-ce qu'il y a trop de films? Je les ai pensés pour toi, Gabriel, ces questions-là. Vas-y, Olivier. Ouais. Je vais laisser quelqu'un d'autre avant. Moi, je suis optimiste dans la vie en général. Mais je suis très optimiste pour ce qui est du documentaire. C'est le milieu que moi, je connais. Comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de longs métrages documentaires qui se tournent au Québec. Mais moi, je sens de plus en plus d'intérêt aussi autour de moi, même des gens qui, dans le passé, ne s'intéressaient pas nécessairement à cet art cinématographique-là. Et moi, je suis en amour avec cette forme de cinéma-là à chaque jour un peu plus. Donc, moi, personnellement, j'entrevois l'avenir de façon assez belle, d'autant plus que c'est quand même, ça peut être un outil de réflexion sociale fort intéressant. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, on n'a même pas parlé d'éducation aussi cinématographique. C'est ça. Par exemple, nous, en ce moment, Québécoisie est dans toutes les universités du Québec, dans tous les cégeps du Québec, est intégré dans des cours de sociologie, de politique, pas d'économie, non, pas d'économie, mais en tout cas dans toutes sortes de cours, d'histoire, de littérature même, il y a des dissertations qui sont faites sur le film. Donc,
Donc, tout ça pour dire que c'est un outil pour moi où on peut vraiment partager des réflexions. C'est une tribune qui existe et qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'utiliser, je pense. Olivier? Mais on parle de l'avenir comme si ça allait mal, mais dans le fond, tantôt, on parle des entrées en salle, puis là, on parle pourquoi je parlais d'économie tantôt, j'ai l'impression que aussitôt qu'on dit qu'il n'y a plus de gens dans les salles, là, c'est l'économie qui parle, mais dans le fond, tu disais que c'était le plus grand nombre de productions depuis... Donc, si ça va bien, j'imagine, puis s'il y a moins d'argent, ben... tu sais, du fond du cœur, les gens ont besoin de créer. C'est un besoin qu'on a. Puis, fait que moi, je le sens comme ça. Puis, pourquoi il y en a autant? C'est peut-être un besoin qu'on a de ça bouillonne en dedans. Puis, ce besoin-là, il va rester. Donc, on va, j'imagine, trouver une façon avec moins d'argent de le faire. Ou Stéphane, moi, je rejoins Gabriel. Je suis très optimiste. Non, moi je suis très optimiste, je suis très excité en fait de faire partie de tout ce qui se passe en ce moment au cinéma au Québec. Je pense que Mélanie a mis le doigt sur quelque chose. Je trouve que l'éducation cinématographique est un gros problème qui est probablement pas spécifique au Québec, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas de cours de cinéma obligatoire à l'école. Je veux dire, on vit dans un monde d'images, on est bombardé d'images chaque jour et on n'apprend pas à décoder ces images-là, à recevoir ces images-là, à démêler ces images-là. Et je comprends pas juste de cinéma, de publicité. Ah, le web aussi. De tout, de web. On est bombardé d'images. On en a parlé l'autre jour. Non, ça, je comprends pas. Puis je pense que l'avenir du cinéma repose dans le fait de renouveler le public. Et pour ça, il faut absolument que c'est ça, qu'il y ait une relève. Et donc, il faut que ces gens-là s'intéressent au cinéma. Mais tu te lèves pas un matin et tu es intéressé de voir un film de Tarkovsky. Là. Ça marche pas comme ça. Là. Tu vois d'autres choses avant qui t'amènent là, à un moment donné. Et puis moi, je crois beaucoup au long terme du cinéma. Je parlais avec Werner Arnold qui a monté pour La Suite du Monde. Il me disait, quand c'est sorti à Montréal, il n'y avait personne dans les salles. Il n'y avait personne. Et puis, peut-être que c'est faux, mais il disait, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les salles. Mais on est à Florac en 2015 et on présente pour La Suite du Monde. Ce film-là est encore important, est encore intéressant. Et puis, donc, moi, je trouve que c'est sur le long terme qu'on reçoit la qualité d'un film, c'est ça, qu'on évalue la qualité et la pertinence d'un film et non dans une première fin de semaine de box-office. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Un petit mot, Sylvain? Ouais. Moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Sébastien. Il y a une... Stéphane. C'est partage tout à fait ce que veut dire Stéphane. Bon, c'est vrai que le cinéma québécois, je trouve très dynamique actuellement. En plus, il y a vraiment un engouement. Moi, j'étais là au rendez-vous du cinéma québécois. Les salles étaient pleines pour voir des films qui étaient certains sortis déjà il y a plusieurs mois. Les gens viennent, discutent, il y a du monde dans les débats. On voit que toute une économie aussi existe autour du cinéma à Montréal, etc. Donc, je suis très optimiste. Tu as raison complètement dans ce que tu dis sur l'éducation à l'image, mais je te rassure ou je t'inquiète, en France, c'est pareil. Il n'y a pas plus d'éducation à l'image à l'école. J'ai été formateur d'enseignants au cinéma et j'ai vu comment les quelques enseignants qui voulaient faire ça ont du mal à imposer. Je dis toujours, non, il y a des mathématiques, il y a des sciences, il y a des cours de français, c'est plus important. Alors que tu as tout à fait raison. Malheureusement, peut-être, mais les enfants qu'on forme passent plus de temps devant la télé que devant des livres et qu'il faut aussi leur apprendre à décrypter ce qu'ils voient pour pas qu'ils voient n'importe quoi et que ça provoque n'importe quoi. Donc, battons-nous pour l'éducation. Ben oui, je pense que ça peut être une bataille universelle. Merci Sylvain, merci Gabriel, merci Olivier, merci Stéphane, merci Mélanie, merci à toute l'équipe technique, merci au public et merci à ceux qui nous suivent au Québec. Merci.